Imaginez un instant une machine économique d'une efficacité redoutable. Une machine capable de nourrir 60 millions d'habitants, de payer 100 000 soldats et, cerise sur le gâteau, de construire des monuments comme le Colisée sans jamais emprunter le moindre denier. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, cette machine, ce n'était pas une banque futuriste, ni même une flotte de cargos géants sillonnant les mers. Non, c'était bien plus simple et bien plus brutal. C'était un champ. Un simple champ, mais un champ doté d'une main-d'œuvre qu'on ne paie pas, et d'une technique agricole qui double, voire triple, les rendements habituels de l'époque. Vous voulez une preuve de cette puissance? Tenez-vous bien, un seul latifundium, un de ces immenses domaines agricoles en Campanie, pouvait produire assez de blé pour alimenter la cité éternelle de Rome pendant un mois entier. C'est colossal. Alors, comment une poignée de sénateurs, ces élites romaines, a-t-elle réussi à transformer la terre italienne en un véritable coffre-fort géant? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la formule secrète de la richesse romaine. Un mélange explosif d'esclaves, de faux semblants agricoles et d'une monnaie qui, chose rare, ne s'inflatait presque jamais. Préparez-vous, car dès la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi la vraie puissance de Rome ne résidait ni dans le tranchant de ses glaives, ni dans l'éloquence de ses discours politiques, mais plutôt dans la ligne de partage d'une humble botte de blé. C'est là que tout se jouait. Rome, 146 avant Jésus-Christ. Un tournant. On vient tout juste d'effacer Carthage de la carte, et la Méditerranée est désormais officiellement notre Mare Nostrum, notre mer. C'est une victoire éclatante, oui, mais elle vient avec une facture salée. Conquérir, c'est une chose. Maintenir et administrer un empire qui s'étend à perte de vue, ça, c'est une autre paire de manches, et ça coûte un bras. Il faut des garnisons partout pour maintenir l'ordre, des routes pour relier ces territoires immenses, des céréales pour nourrir les légions et les villes, et des pensions pour les vétérans. Le hic, c'est que l'État romain n'a ni banque centrale pour imprimer de l'argent, ni papier-monnaie moderne. Il ne peut compter que sur deux leviers fondamentaux pour financer ses ambitions gargantuesques, la terre et les hommes. Pour nourrir la populace urbaine de Rome, on distribue déjà une quantité astronomique de 250 000 tonnes de céréales par an, la plupart acheminées depuis des greniers à blé, comme la Sicile et la Sardaigne. Et pour financer les armées, on frappe pas moins de 300 000 denarii par mois. Comment combler l'écart entre ces dépenses colossales et des caisses qu'on ne remplit qu'avec l'impôt foncier et les quelques revenus issus de la manumission, l'affranchissement d'esclaves, souvent payants? La réponse est sans appel. On passe la vitesse supérieure dans les champs, on optimise l'agriculture et on transforme l'esclavage en une véritable industrie lourde. C'était ça, la solution romaine pour éviter la banqueroute. Commençons par la pièce maîtresse, celle qu'on a souvent tendance à cacher sous le tapis de l'histoire. En seulement 30 ans de guerre d'expansion, Rome capture entre 500 000 et 750 000 prisonniers. Imaginez l'ampleur de ce chiffre. Résultat direct, sur 1 million d'habitants en Italie centrale, on estime que 300 000 sont des esclaves. C'est une proportion gigantesque. Leur prix, 2 à 3 fois moins cher qu'un ouvrier libre, et surtout, zéro grève possible. C'est une main-d'œuvre captive, disponible et malléable. Ces esclaves ne sont pas juste des bras. Ils travaillent dans des conditions effroyables dans les mines espagnoles, extraire le marbre des carrières de Carrare, mais leur rôle le plus crucial, le plus industriel, se trouve dans les latifundia. Ces usines vertes sont de véritables entreprises agricoles où 300 esclaves peuvent produire jusqu'à 12 000 quintaux de blé par an. Et ce n'est pas du bricolage, loin de là. Des agronomes de l'époque comme Caton l'Ancien, Varron, puis Columelle, rédigent des manuels techniques ultra détaillés qui cadencent les journées avec une précision quasi militaire. Lever à 4 heures du matin, sarclage intensif à 6 heures et un repos mécanique de 20 minutes à peine sous la canicule. Cette discipline industrielle, cette optimisation forcée, fait grimper les rendements agricoles de 30% en un demi-siècle. Le secret, une spécialisation poussée, une rotation des cultures intelligentes et l'utilisation systématique d'engrais organiques. L'esclave n'est plus seulement la main qui travaille, il devient une unité de production optimisée, un rouage essentiel d'une économie planifiée. On trouve des esclaves comptables, vignerons expérimentés ou même des mécaniciens capables d'entretenir les pressoirs. Rome n'a pas inventé l'esclavage. C'est vrai, mais elle en fait, pour la première fois dans l'histoire, un flux de main-d'œuvre standardisé et rationalisé à l'extrême. C'est ni plus ni moins la chaîne de montage antique. Si vous commencez à voir la Rome antique comme une start-up qui aurait scalé son modèle économique à l'échelle d'un empire, mettez un pouce bleu pour la suite.
On va maintenant parler monnaie, route commerciale et la fameuse faille qui finira par faire sauter toute la machine. Contrairement à Carthage, sa grande rivale, qui misait tout sur le commerce maritime et la dépendance aux importations, Rome a fait un choix stratégique radical, l'autosuffisance continentale. Elle possédait des atouts géographiques en or massif, la plaine du Pô au nord, la fertile Campanie au sud et l'Étrurie au centre. Ces bassins agricoles sont devenus le cœur battant de sa puissance. On y pratiquait déjà la trifolia, une rotation des cultures ingénieuses. Blé en hiver, pois ou fèves au printemps et luzerne en été. Cette méthode réintroduisait l'azote dans le sol de manière naturelle et divisait par deux la jachère, la période de repos de la terre. Le résultat ? On atteignait des rendements impressionnants de 1400 kg de blé par hectare, contre seulement 700 kg dans le reste du monde antique. C'est une différence qui change tout. Ajoutez à cela des innovations technologiques de pointe pour l'époque. La charrue métallique, bien plus robuste, le soc coulissant qui permettait un labour plus profond, et le pressoir à vis, une merveille d'ingénierie qui décuplait l'efficacité de la production d'huile et de vin. Columel, l'agronome, les comparait même à des machines de guerre contre la faim, et il n'avait pas tort. Grâce à ses rendements exceptionnels, un sénateur moyen pouvait facilement stocker 1000 amphores d'huile et 500 de vin. Loin de laisser ses stocks dormir, il vendait le surplus en Afrique, en Gaule, et engrangeait, non pas des euros, mais des dénarii. Et c'est là qu'intervient un autre pilier de la richesse romaine, sa monnaie. Le denier contenait 4,5 grammes d'argent pur à 98%. Et, fait incroyable, il a conservé cette pureté pendant 3 siècles. Pas d'inflation galopante, pas de crise de confiance qui ruine tout. Cette monnaie forte et stable convertissait le blé en liquidité immédiate et fiable. C'est un peu la version antique d'un cours du pétrole libellé en dollars forts, une valeur refuge, une garantie de stabilité pour le commerce et les investissements. Une monnaie solide, c'est la confiance assurée. Le blé et l'huile, aussi abondants soient-ils, ne valent rien s'ils restent dans la grange. Rome l'a bien compris. Pour que cette richesse agricole circule, il fallait une infrastructure colossale. L'Empire a construit pas moins de 80 000 km de chaussées pavées, un réseau routier qui ferait pâlir d'envie bien des nations modernes, et a creusé ou aménagé 20 ports majeurs. Ces infrastructures n'étaient pas juste des voies de communication, c'étaient des artères économiques. Le temps de transport était drastiquement réduit. On pouvait faire Rome-Carthage en seulement 3 jours de mer, contre 10 pour une galère grecque classique. Une rapidité qui démultipliait les échanges. Sur chaque route importante, un stationnarius, une sorte de douanier ou de gendarme, contrôlait le passage et prélevait les taxes. On parlait de 2% de taxes à l'entrée de chaque cité, 5% sur les ventes aux enchères. C'était un système fiscal incroyablement organisé pour l'époque. Les censeurs recensèrent les biens de tous les citoyens tous les 5 ans. Les publicains, souvent des entrepreneurs privés, étaient chargés d'encaisser les impôts. Et l'État prélevait même un impôt successoral de 5%. Résultat de cette machine bien huilée, entre 200 et 50 avant J.C., les recettes fiscales de Rome sont passées de 50 à un ahurissant 340 millions de sesterces par an. Cette manne financière a permis de financer l'Empire, payer 130 000 légionnaires, ériger des aqueducs monumentaux comme celui du Rhône, et surtout financer la plèbe frumentaire. Un programme de distribution de blé pour les citoyens les plus modestes. Chaque citoyen romain recevait 200 kg de blé par an à 0,06 sesterces le kilo, soit 6 fois moins que le prix du marché. Et tout cela sans déficit. Comment ? Parce que la croissance agricole, cette source inépuisable de richesse, absorbait la pression fiscale. Imaginez un pays moderne qui doublerait son PIB en 20 ans tout en baissant sa TVA. C'est exactement la performance économique que Rome a réussi à accomplir pendant une période faste. C'était un modèle d'efficacité, une véritable prouesse administrative et logistique. Vous voyez le tableau. Esclaves à gogo, rendements agricoles astronomiques, une monnaie d'une stabilité à toute épreuve et des taxes ciblées mais efficaces. C'était un système d'une ingéniosité folle. Mais quand une machine s'emballe, elle finit parfois par se charger elle-même. Restez jusqu'au bout pour découvrir la révolte qui finira par faire trembler toute cette formule secrète. Vers 130 avant J.C., l'Italie atteint un point de non-retour. On compte 2 esclaves pour un citoyen libre. C'est une statistique glaçante. Spartacus n'est pas encore né, mais la pression sociale est déjà palpable et monte en flèche.
Les petits propriétaires terriens, incapables de rivaliser avec les immenses latifundia qui produisent à moindre coût grâce à l'esclavage, sont ruinés. Ils affluent vers Rome, grossissant les rangs de la plèbe urbaine et se retrouvant inévitablement sur la liste des bénéficiaires du blé gratuit. Ce phénomène crée un déficit démographique alarmant. Il faut de nouvelles conquêtes pour fournir de nouveaux captifs, donc de nouveaux esclaves, ce qui nécessite de nouveaux soldats. Mais les paysans romains, qui constituaient la base du recrutement militaire traditionnel, sont en train de disparaître. La solution trouvée par Rome est audacieuse mais dangereuse. On professionnalise l'armée. On promet la terre aux vétérans en guise de retraite. Résultat, les généraux, pour attirer les hommes et financer leur campagne, deviennent de véritables bailleurs de fonds pour leur propre légion. Marius, Sylla, Pompée, César. La politique se finance désormais sur les campagnes militaires et, surtout, sur les esclaves et les richesses qu'on y ramasse. La boucle est bouclée, mais elle est infernale. Sans expansion, pas d'esclaves. Sans esclaves, pas de surplus agricole. Sans surplus, pas d'argent pour l'armée. Le système devient une pyramide inversée, dangereusement instable. Plus la base agricole est large et repose sur l'esclavage, plus le sommet militaire est lourd et exigeant. Et quand César franchit le Rubicon, il ne fait pas qu'une simple marche sur Rome. Il fait tourner la roulette russe sur laquelle repose toute la richesse et la survie de la République. Le système est devenu cannibale. Alors, cette fameuse recette était-elle gagnante ? Oui, incontestablement, pendant près de 2 siècles. Rome a produit 50% de l'excédent alimentaire du monde connu, elle a bâti un réseau routier et portuaire qui couvrait 3 continents, et elle a inventé, ou du moins généralisé, une économie monétisée d'une efficacité redoutable. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui porte en elle les germes de sa propre destruction. La prospérité romaine dépendait d'une croissance territoriale infinie sur une planète, par définition, finie. L'Empire finira par atteindre ses limites naturelles, la mer du Nord, l'immense désert du Sahara, les bords lointains du Tigre. Et là, plus d'esclaves frais à ramasser, plus de terres fertiles à saisir sans effort. Le denier, ce symbole de stabilité, commence alors à perdre de sa superbe. Il perd 10% de son argent sous Néron, puis 20% sous Commode. L'inflation, ce fléau économique, démarre, l'annone, la distribution de blé, devient un gouffre financier insoutenable. Les révoltes d'esclaves éclatent avec une violence accrue, et les provinces lointaines commencent à se rebeller. La formule secrète de la richesse romaine, celle qui avait fait sa grandeur, devient inexorablement sa faille secrète. C'est une leçon d'histoire économique qui résonne encore aujourd'hui. Si cette plongée dans les arcanes de la richesse romaine vous a passionné, écrivez SPQR en commentaire. On prépare une suite fascinante sur la crise du IIIe siècle et le passage à l'économie dominante. Partagez cette vidéo à l'historien ou à l'économiste qui sommeille en vous, et à très bientôt pour un nouveau voyage captivant dans les coulisses de l'Empire.